je l'emmène au concert à ta place. Il le mérite plus que toi. Les mots de Lisa m'ont frappé comme un coup de massue en plein estomac. Je restais là, dans notre cuisine, tenant une tasse de café refroidi depuis 20 minutes, regardant ma femme de 22 ans détruire notre mariage avec désinvolture au petit déjeuner. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone quand elle l'a dit. Dylan le mérite plus que moi. J'ai répété lentement, savourant chaque mot comme un poison. Dylan, ton collègue de travail, Dylan. Ce n'est pas juste un collègue, Nicolas. C'est un associé du cabinet. Il comprend la culture, l'art, la musique. Quand as-tu écouté quelque chose d'autre que du rock classique des années 80 pour la dernière fois? J'avais acheté ses billets pour son 43e anniversaire. Des places au premier rang pour voir son groupe préféré, The National, au Palace Theatre à Albany. Ça m'a coûté 800 $. J'avais économisé cet argent en faisant des heures supplémentaires à mon garage de réparation automobile pendant 3 mois. Mes mains étaient encore tachées de graisse qui ne partait pas, peu importe combien je frottais. Lisa, ces billets étaient mon cadeau pour ton anniversaire. Elle a finalement levé les yeux, ses yeux verts froids comme l'eau d'un lac hivernal, et je les utilise, juste pas avec toi. Quelque chose s'est cassé en moi. Pas brisé, mais claqué comme un câble d'acier sous une tension trop forte. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté la tasse. Je ne suis pas sorti en claquant la porte comme elle s'y attendait probablement. Au lieu de cela, j'ai posé très délicatement la tasse de café et j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, confuse. D'accord, oui, amusez-vous bien. Je suis sorti de la cuisine, j'ai attrapé ma veste de travail et je suis allé au garage. C'était samedi, mais j'avais une Camaro de 1987 qui attendait une reconstruction de transmission. Et soudain, j'avais besoin d'occuper mes mains. Très occupé. L'Holston Auto Repair se trouvait au coin de Mill Street et de la route 9, un bâtiment trapu en briques qui avait abrité de tout, d'une boulangerie à un magasin de quincaillerie avant que je ne l'achète il y a 15 ans. Le quartier déclinait depuis la fermeture de l'usine de papier. Mais c'était le mien. Chaque outil, chaque pont élévateur, chaque tache d'huile sur le sol en béton, c'était le mien. J'ai passé la journée plongé dans les entrailles de cette Camaro. Mais mon esprit revenait sans cesse aux paroles de Lisa. Il le mérite plus que moi. Comme si j'étais une sorte de cas de charité. Comme si 22 ans de mariage, 2 enfants, un prêt immobilier, et la construction d'une entreprise à partir de rien valaient moins que tout ce que Dylan apportait. Dylan Marks, 38 ans, jamais marié, conduisait une BMW en leasing et portait des costumes qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Il tournait autour de Lisa depuis qu'elle avait commencé à travailler chez Morrison Keller & Associates il y a 2 ans. Toujours appelé la maison avec des affaires juridiques urgentes qui ne pouvaient pas attendre le lundi. Toujours se porter volontaire pour travailler tard avec elle sur des dossiers. Toujours là. Et maintenant, il emmenait ma femme à un concert que j'avais payé. J'ai terminé avec la Camaro vers 18 h et je suis rentré chez nous, dans notre maison de plein pied sur Maple Avenue. La Honda de Lisa était partie, probablement en train de se préparer pour sa grande soirée avec Dylan. La maison semblait différente quand je suis entré. Plus froide, plus vide, comme si quelqu'un avait aspiré toute la chaleur des murs. Je me suis préparé un sandwich, ouvert une bière et me suis assis à la table de la cuisine où la conversation de ce matin avait eu lieu. C'est là que j'ai remarqué le sac à main de Lisa sur le comptoir, oublié dans sa hâte de se préparer. Ma femme était beaucoup de choses, mais étourdie n'en faisait pas partie. C'était une avocate, formée pour remarquer les détails, pour tout retenir. Mais il était là, son sac à main en cuir noir ouvert. Je ne fouillais pas. Pas exactement. J'allais juste le fermer, peut-être le mettre en lieu sûr. Mais quand je me suis penché, j'ai vu la carte clé de l'hôtel dépasser de la poche latérale. Plastique rouge et blanc avec Sunset Motor Lodge imprimé en lettres d'or bon marché. Le Sunset Motor Lodge, un taudis à l'heure de la route 20 qui louait des chambres aux camionneurs et aux personnes qui ne voulaient pas être vues. Je le savais parce que j'avais déjà remorqué des voitures de ce parking, généralement après des disputes domestiques ou des descentes de police. Mes mains tremblaient quand j'ai pris la carte clé. Chambre 237. La date du jour tamponnée sur la bande magnétique. C'est alors que mon téléphone a vibré. Message texte de Lisa. Le concert commence à 20 h.
Ne m'attends pas. Je vais peut-être prendre un verre après. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai regardé la clé de l'hôtel, puis le message. Je vais peut-être prendre un verre après. Bien sûr, un verre. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste agi. J'ai attrapé ma veste, mes clés, et j'ai conduit directement au Sunset Motor Lodge. Il m'a fallu 20 minutes pour y arriver. 20 minutes de conduite les phalanges blanches pendant que mon cerveau essayait de traiter ce que j'allais découvrir. Le motel était exactement comme annoncé. Une série de chambres en forme de fer à cheval autour d'un parking en asphalte fissuré. Une enseigne au néon vacillante indiquant libre en lettres roses. Le genre d'endroit où vous payez en espèces et ne posiez pas de questions. La chambre 237 était au 2e étage, accessible par un escalier extérieur qui craquait sous mon poids. Je pouvais entendre des voix à l'intérieur avant même d'atteindre la porte. Le rire de Lisa, la voix d'un homme. Je reconnaissais Dylan. Il n'était pas à un concert. The National ne jouait que le week-end suivant. J'avais vérifié le site web de la salle 3 fois avant d'acheter ses billets. Ils étaient là, dans cette décharge, faisant exactement ce que je pensais qu'ils faisaient. Je suis resté devant cette porte pendant peut-être 5 minutes, écoutant ma femme et son amant, sentant quelque chose de fondamental changer dans ma poitrine. 22 ans, 2 enfants, un prêt immobilier, une entreprise construite à partir de rien. Et elle jetait tout cela pour les notes stupides de Dylan. Je n'ai pas frappé. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas fait de scène. Au lieu de cela, je suis retourné à mon camion et j'ai conduit chez moi. Mais j'ai fait un arrêt d'abord. La BMW de Dylan était garée sur le parking du motel comme un phare d'adultère argenté. Immaculé, propre, probablement lavé 2 fois par semaine. Le genre de voiture qui criait « Je gagne plus d'argent que vous et je veux que tout le monde le sache ». Je gardais une petite trousse à outils dans mon camion pour les urgences. Étonnant ce que l'on peut accomplir avec un tournevis, un couteau de poche et un sac de 5 livres de sucre acheté à l'épicerie ouverte 24h24 de l'autre côté de la rue. Le sucre dans le réservoir d'essence est surtout un mythe. Il ne détruit pas les moteurs comme les gens le pensent, mais il crée un beau gâchis coûteux qui nécessite un nettoyage complet du système d'alimentation. Le dissolvant pour peinture de mon atelier, cependant, c'était une autre histoire. Quelques gouttes stratégiques sur le capot, le coffre et la portière côté conducteur laisseraient des marques permanentes qu'aucune retouche de peinture ne pourrait réparer. J'ai travaillé vite et silencieusement. Les caméras de sécurité du motel étaient soit cassées, soit mal orientées. Ce n'était pas le genre d'endroit qui investissait massivement dans la surveillance. Quand j'ai eu fini, j'ai sorti un morceau de papier de mon portefeuille et j'ai écrit un message simple. J'espère qu'il vaut la franchise. J'ai glissé le papier sous l'essuie-glace et je suis rentré chez moi. Lisa est rentrée vers minuit, les clés tintant alors qu'elle essayait d'ouvrir la porte d'entrée doucement. J'étais assis dans le salon, lumières éteintes, en attendant. « Nicolas » a-t-elle appelé doucement. « Tu es réveillé » ? « Oui. » Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, toujours vêtue de la robe noire qu'elle avait mise pour son concert. Ses cheveux étaient en désordre, son rouge à lèvres avait disparu. Elle avait l'air coupable comme jamais. « Comment était le spectacle » ai-je demandé. « C'était bien. Très bien. Dylan en sait tellement sur la musique. Nous nous sommes beaucoup amusés. Je suis sûr que toi aussi. » Quelque chose dans mon ton l'a fait s'arrêter. Elle a étudié mon visage et la faible lumière du couloir. « Ça va ? Tu as l'air. » « Je semble quoi, Lisa ? » ?»« Je ne sais pas. » « Différent. » Je me suis levé lentement. « Va te coucher. Nous parlerons demain matin. » Mais nous n'avons pas parlé le matin. Le téléphone de Lisa a sonné à 7 heures. Dylan appelait pour sa voiture. J'ai écouté sa partie de la conversation depuis la cuisine, buvant du café et mangeant du pain grillé comme si rien ne s'était passé. « Qu'est-ce que tu veux dire, vandaliser ? C'est à quel point ? » « Oh mon Dieu, Dylan, je suis tellement désolé. » « Non, je ne pense pas que Nicolas était là toute la nuit. Il ne ferait pas. »« Oui, je suis sûr. » Elle a raccroché et m'a trouvé à table. « Quelqu'un a vandalisé la voiture de Dylan hier soir au motel où nous sommes allés après le concert. »« C'est terrible, ai-je dit, sans lever les yeux de mon journal. »
Les jeunes de nos jours. Aucun respect pour la propriété des autres. Nicolas, quoi? Regarde-moi. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cette femme que j'avais épousée quand elle avait 21 ans et moi 23. Cette femme qui s'était tenue à mes côtés quand j'avais démarré l'entreprise sans autre rêve qu'un prêt de son père. Cette femme qui m'avait donné 2 beaux enfants et 22 ans de ce que je pensais être un bon mariage. Cette femme qui couchait avec un autre homme dans un motel au bord de la route. L'as-tu fait? A-t-elle demandé. Faire quoi? Ne joue pas avec moi. As-tu vandalisé la voiture de Dylan? J'ai plié le journal et je l'ai posé. Lisa, j'étais là toute la nuit. Tu m'as vu quand tu es rentré de ton concert. Nous sommes allés boire un verre après, n'est-ce pas? Un verre. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Ça ne veut rien dire. Mais ça signifiait tout et nous le savions tous les deux. Marge Kowalski vivait à côté et avait la capacité surnaturelle de voir tout ce qui se passait dans notre rue. Elle avait 68 ans, était retraitée de la poste et avait fait de la surveillance de quartier son passe-temps à temps plein. Si vous vouliez savoir qui trompait qui était en retard sur son prêt immobilier, ou qui buvait trop, Marge était votre source. Elle m'a coincé lundi matin alors que je partais travailler. Nicolas, mon chéri, puis-je te parler une minute? Marge mesurait un M57 et était bâtie comme une bouche d'incendie. Elle portait un rouge à lèvres rose vif qui débordait sur les rides autour de sa bouche et avait les cheveux gris permanentés en boucles serrées qui n'étaient plus à la mode depuis 1987. Bonjour, Marge. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je déteste être indiscrète, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Lisa est rentrée très tard samedi soir. Tout va bien entre vous deux? La voilà, ai-je pensé. Le réseau d'information de Marge était sur le point de s'emballer. Tout va bien, Marge. Lisa est allée à un concert. Oh, c'est bien. Avec toi? Non. Avec une amie du travail? Les yeux de Margie se sont illuminés comme un matin de Noël. Une amie? Masculin ou féminin? Masculin. Oh. Elle a essayé d'avoir l'air inquiète, mais j'ai pu voir l'excitation en dessous. C'était du matériau à potins de première qualité. Eh bien, je suis sûr que c'était parfaitement innocent. Probablement juste du travail ou quelque chose comme ça. Probablement. Bien que, je vous ai vu partir vers 19h samedi soir dans votre camion. On aurait dit que vous étiez pressé. Merde. Bien sûr qu'elle m'a vu partir. Il fallait que je fasse une course. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, ce ne sont pas mes affaires. Bien que, vous savez ce qu'on dit des avocats et de leurs relations de travail. Toutes ces nuits blanches, tout ce stress. Parfois, les gens prennent de mauvaises décisions. Je l'ai regardé un long moment. Marge venait de laisser tomber le premier indice de ce qui allait devenir une guerre de voisinage. À midi, la moitié de la rue saurait que Lisa était sortie avec un autre homme pendant que je partais seul l'air contrarié. Au soir, l'histoire aurait grandi jusqu'à devenir une affaire à part entière. Marge, ai-je dit prudemment. J'apprécie votre inquiétude, mais Lisa et moi allons bien. Oh, je suis sûr que vous allez bien. Je suis sûr que vous allez bien. Je m'inquiète juste. Vous savez, vous êtes de si bons voisins. Je déteste voir quelque chose arriver qui perturbe la paix. Perturber la paix, n'est-ce pas? Je suis monté dans mon camion et je suis allé au travail, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation que Marge venait d'allumer une très longue mèche. Le garage était mon sanctuaire. 4 bails, 2 ponts élévateurs, et assez de travail pour occuper mon esprit. Mon apprenti, Jake, était déjà là quand je suis arrivé. Un gamin de 22 ans qui pouvait reconstruire un moteur mais ne pouvait pas se souvenir de fermer la porte d'entrée. Bonjour, patron. La Buick de Madame Patterson fait encore ce bruit. Quel bruit? Celui qui coûte cher. J'ai passé la matinée à diagnostiquer les problèmes de transmission de Madame Patterson et à essayer de ne pas penser à Lisa. Mais vers 11h, mon téléphone a commencé à vibrer. Messages textes les uns après les autres. Tony Richie a entendu parler de Lisa. Ça va, mec? Ma sœur Carole. Maman a appelé.
Elle a dit que Marge lui avait dit quelque chose à propos de Lisa et d'un autre homme. Ma fille Ava, rentrée de vacances pour l'été. Papa, les gens disent des choses bizarres sur maman. Que se passe-t-il? Le réseau Marge était devenu nucléaire. J'étais sous le capot d'une Honda Civic quand j'ai entendu des talons claquer sur le sol du garage. Je connaissais ces talons. Je les avais achetés pour Lisa à Noël dernier. Nicolas. Je n'ai pas levé les yeux. Nous sommes fermés pour le déjeuner. C'est moi. Je sais qui c'est. Elle a contourné pour que je puisse la voir. Tenue professionnelle, cheveux tirés en arrière, visage d'avocate, mais ses yeux étaient inquiets. Nous devons parler de quoi? Du fait que la moitié de la ville pense que j'ai une liaison. Je me suis redressé et j'ai essuyé mes mains sur un chiffon d'atelier. En as-tu une? Quoi? Une liaison? En as-tu une? La question flottait entre nous comme un outil chargé. Lisa a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Nicolas, je. C'est une question simple, Lisa. Oui ou non? C'est compliqué. Non, ce n'est pas le cas. Soit tu couches avec Dylan Marks, soit tu ne couches pas. Qu'est-ce que c'est? Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Ne sois pas vulgaire. Vulgaire? Tu veux parler de vulgarité? Que dirais-tu de baiser un autre homme dans un motel au bord de la route pendant que ton mari pense que tu es à un concert qu'il a payé? C'est assez vulgaire pour toi? Comment? La clé de l'hôtel dans ton sac? Le Sunset Motor Lodge. Très chic, au fait. Montre bien à quel point tu tiens à notre mariage. Le visage de Lisa est devenu blanc. Tu as fouillé dans mon sac? J'ai vu la clé. Ce n'était pas difficile de deviner le reste. Tu n'avais pas le droit. Je n'avais pas le droit. Je suis ton mari. Tu es mon mari qui a été émotionnellement absent pendant 2 ans. Quand as-tu eu une vraie conversation pour la dernière fois, Nicolas? Quand as-tu montré de l'intérêt pour ma vie, ma carrière, mes rêves pour la dernière fois? Quand as-tu montré de l'intérêt pour la mienne pour la dernière fois? Quand as-tu demandé des nouvelles de l'entreprise ou comment j'allais ou si j'avais besoin d'aide pour quoi que ce soit? C'est différent. En quoi est-ce différent? Parce que tu as choisi cette vie. Tu as choisi de rester dans cette ville mourante, de travailler de tes mains, sans jamais aspirer à rien de plus. Je voulais plus, Nicolas. Je suis retourné à l'école. J'ai construit une carrière. J'ai essayé de grandir en tant que personne. Et toi, tu es juste resté le même. Là, c'était la vérité. Finalement, je n'étais plus assez bien pour elle. J'étais juste le mari ouvrier qui payait les factures pendant qu'elle grimpait l'échelle sociale avec des hommes comme Dylan Marks. Alors, tu as décidé de passer à un meilleur modèle. Ai-je dit, ce n'est pas comme ça. Alors, c'est comment? Explique-le-moi. Dylan me comprend. Il apprécie la culture, l'art, la musique. Il est sophistiqué, éduqué. Il me fait me sentir à nouveau vivante. Et moi, je te fais sentir quoi? Mort? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Sors, ai-je dit doucement. Nicolas, s'il te plaît. Nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Sors de mon garage. C'est notre mariage. 22 ans, 2 enfants. Ça ne veut rien dire pour toi? Je l'ai regardé un long moment. Cette femme que j'aimais depuis mes 23 ans. Cette femme qui venait de me dire que je n'étais plus assez sophistiqué pour elle. Ça signifie tout pour moi, ai-je dit. Au passé. Elle est partie sans un mot de plus. Je l'ai regardée s'éloigner, ses talons claquant sur le béton, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine où mon cœur se trouvait auparavant. Tony's Bar and Grill se trouvait au coin de State Street et 3rd Avenue, un bistrot ouvrier qui servait de la bière fraîche et des plats chauds aux gens qui travaillaient de leurs mains. Tony Rechi le possédait depuis 15 ans, depuis qu'il avait pris sa retraite de boxeur professionnel avec un bilan de 23 victoires, 4 défaites et un nul, et un crochet du gauche capable de mettre à terre un taureau. La salle de boxe était au sous-sol. Sac de frappe, sac de vitesse, un ring réglementaire, et l'odeur de la sueur et de la détermination.
Je venais ici depuis le lycée, à l'époque où Tony se battait encore, et j'étais juste un gamin maigre qui avait besoin d'apprendre à se défendre. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes domestiques, a dit Tony alors que je bandais mes mains. Tony avait 52 ans, bâti comme une bouche d'incendie, et avait le genre de visage qui avait encaissé de nombreux coups. Son nez avait été cassé 4 fois, son œil gauche tombait légèrement à cause des cicatrices, et ses mains étaient noueuses après 30 ans à frapper des choses. Les nouvelles voyagent vite. Marge a appelé ma femme, a dit que Lisa sortait avec un avocat. Marge a besoin d'un hobby. Le hobby de Marge, c'est les affaires des autres, donc c'est vrai. J'ai commencé à travailler le sac de frappe. JAB, direct, crochet. Le rythme était apaisant, familier. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Rien. Rien. JAB, direct, crochet. Uppercut. Qu'est-ce que je suis censé faire, Tony? Le défier en duel. Griffer sa voiture. Oh, attendez. Je l'ai déjà fait. Tony a ri. Tu as griffé son cercueil. Du sucre dans le réservoir d'essence, du dissolvant pour peinture sur le capot. Lui laisser une note. Jésus, Nicolas. Tu as de la chance qu'il n'ait pas appelé la police. Il ne va pas appeler la police. Il ne peut pas expliquer ce qu'il faisait dans ce motel sans admettre l'adultère. Intelligent. Mais quel est ton plan à long terme? Tu ne peux pas la laisser te marcher dessus. J'ai arrêté de frapper le sac et je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi? Je finirais probablement en prison. Mais c'est pour ça que je ne suis plus marié. Tu es plus intelligent que moi, Nicolas. Tu l'as toujours été. Tu trouveras une solution. Mais je ne me sentais pas très intelligent. Je me sentais comme un mécanicien automobile de 45 ans dont la femme avait décidé de le remplacer par un modèle plus récent. J'ai passé 1 heure à travailler les sacs, puis j'ai fait 3 rounds de sparring avec un gamin nommé Marcus, qui s'entraînait pour les Golden Gloves. Il était plus rapide que moi, plus jeune, plus affamé, mais j'avais 25 ans d'expérience et beaucoup de colère à évacuer. Je l'ai attrapé avec un direct du droit au 2e round qui l'a mis à terre durement. Mec, monsieur Holston, a-t-il dit en secouant la tête. Qu'est-ce qui t'arrive? La vie, ai-je dit. J'ai conduit chez moi vers 20 heures, me sentant mieux que je ne l'avais été de toute la journée. L'épuisement physique était une bonne distraction de la douleur émotionnelle. Mais quand je suis entré dans mon allée, j'ai vu la BMW de Dylan garée de l'autre côté de la rue. La même BMW que j'avais décorée samedi soir, arborant maintenant une nouvelle peinture et un nouveau pare-brise. Il était assis au volant, parlant au téléphone. Quand il m'a vu, il a raccroché et est sorti de la voiture. Dylan Marks était tout ce que je n'étais pas. Grand, mince, habillé de manière coûteuse. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Ses chaussures coûtaient probablement plus que ce que je gagnais en une semaine. Et il se déplaçait avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais eu à s'inquiéter de l'argent. Nicolas, a-t-il dit alors que je sortais de mon camion. Dylan, nous devons parler. Non, nous n'avons pas besoin. Si, nous devons. Cette situation est devenue incontrôlable. J'ai marché vers ma porte d'entrée. Il a suivi. Lisa m'a parlé de ce qui s'est passé à ton atelier aujourd'hui. Les accusations, la colère. Ce n'est pas sain pour qui que ce soit. Je me suis arrêté et je me suis retourné. Tu veux parler de santé? Est-ce sain de coucher avec la femme d'un autre homme? Ce n'est pas comme ça. Alors, comment est-ce? Éclaire-moi. Dylan a redressé sa cravate. Un geste nerveux. Lisa et moi avons une connexion intellectuelle, émotionnelle que. Je l'ai frappé. Pas fort, juste un jab rapide au plexus solaire qui l'a fait se plier en deux et tituber en arrière. Il a halté, s'est tenu l'estomac, et m'a regardé avec de grands yeux. Tu veux savoir quelle est notre connexion, Dylan? Je suis marié avec elle depuis 22 ans. J'ai tenu sa main pendant 2 grossesses, 3 fausses couches et l'enterrement de son père. J'ai travaillé 60 heures par semaine pour payer ses études de droit. J'ai soutenu sa carrière et construit une vie avec elle. Ça, c'est notre connexion. Et la tienne?
De bonnes conversations autour du vin et du fromage. Dylan était toujours penché, essayant de reprendre son souffle. Tu m'as frappé. Oui. Et si tu ne restes pas loin de ma femme, je te frapperai à nouveau plus fort. Je vais appeler la police. Vas-y, dis-leur que tu étais en train de violer ma propriété après avoir eu une liaison avec ma femme. Vois comment ça se passe pour toi. Il s'est redressé lentement, le visage rouge de honte et de manque d'oxygène. Ce n'est pas fini. Si, c'est fini. Reste loin de Lisa. Reste loin de ma maison. Reste loin de moi. Tu ne peux pas la contrôler, Nicolas. C'est une femme adulte qui peut faire ses propres choix. Tu as raison. Elle peut choisir qui elle veut, mais elle ne peut pas choisir de m'humilier et de détruire notre famille sans conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai souri et ce n'était pas un beau sourire. Ça veut dire que tu as choisi la femme du mauvais homme avec qui t'amuser. Dylan est retourné dans sa BMW et est parti. Je suis resté dans mon allée pendant un long moment, regardant ses feux arrière disparaître, sentant quelque chose de noir et de froid grandir dans ma poitrine. Lisa n'est pas rentrée cette nuit-là, ni la nuit suivante. Jeudi, il était clair qu'elle avait emménagé avec Dylan, même si aucun d'eux n'avait le courage de me le dire directement. Je l'ai appris par Ava, qui l'a appris par la mise à jour du statut Facebook de sa mère, en couple avec Dylan Marks. 22 ans de mariage, réduit à une annonce sur les réseaux sociaux. Je travaillais tard jeudi soir en reconstruisant le moteur d'une Mustang de 1965 quand Jake est revenu de sa pause dîner avec des nouvelles. Patron, vous n'allez pas aimer ça. Quoi encore? Passe chez Murphy S prendre un burger. Lisa et ce type avocat étaient là avec des gens de son bureau. Murphy S était le restaurant haut de gamme où le milieu professionnel allait se montrer. Nappe blanche, carte des vins, des prix qui faisaient tousser les gens qui travaillaient. Alors ils célébraient quelque chose. Champagne, toast, tout ça. Et Lisa montrait une sorte de bague. J'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai regardé. Quel genre de bague? On aurait dit une bague de fiançailles. La clé à molette dans ma main est soudain devenue très lourde. Ils se sont fiancés. C'est ce que ça ressemblait. Et patron, elle disait à tout le monde que vous alliez divorcer. Elle a dit que vous vous sépariez à l'amiable et que vous souteniez sa décision de passer à autre chose. Séparation à l'amiable, n'est-ce pas? Il y a plus. Jake a dit avec réticence. Quoi? Elle disait aux gens que tu avais été émotionnellement cruel. Elle a dit que c'est pour ça qu'elle devait partir. La clé à molette m'a échappé des doigts et est tombée sur le sol avec un bruit sourd. Elle a dit, quoi? Je te dis juste ce que j'ai entendu, patron. Cela ne doit pas être vrai, mais c'était vrai. Je pouvais le voir dans les yeux de Jake, l'entendre dans sa voix. Lisa était en train de réécrire tout notre mariage, de me transformer en méchant de son histoire, le mari contrôlant d'où elle s'était héroïquement échappée. J'ai fini la Mustang et je suis rentré chez moi dans une maison vide. Pas de Lisa, pas d'enfant. Brandon était à l'université. Ava restait chez des amis pour éviter le drame. Juste moi et 22 ans de souvenirs qui ne signifiaient apparemment rien. Je me suis assis dans mon salon avec une bière et mon ordinateur portable, parcourant la page Facebook de Lisa. Elle avait été occupée. Nouvelle photo de profil avec Dylan. Mise à jour de statut sur les nouveaux départs et le fait de suivre son cœur. Commentaires d'amis et de collègues offrant des félicitations et du soutien. Et là, dans la section commentaires de son annonce de fiançailles, il y avait un message qui m'a glacé le sang. Valérie Morrison, femme du patron de Lisa. Tellement heureuse que tu aies enfin échappé à cet homme horrible. Aucune femme ne devrait avoir à subir ce que tu as traversé. Ce que je lui ai fait subir, j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement pour soutenir sa carrière. J'avais été fidèle, dévoué, présent à chaque moment important de notre mariage. Et maintenant, j'étais cet homme horrible d'où elle s'était héroïquement échappée. J'ai continué à lire plus de commentaires, plus de soutien, plus de gens que je connaissais depuis des années prenant le parti de Lisa sans poser de questions. Le récit était déjà établi. Lisa était la victime. J'étais le méchant et Dylan était son sauveur. Mon téléphone a vibré. Message texte de mon frère Mike à Buffalo. Carole m'a parlé de Lisa. Désolé,
mec. Je peux faire quelque chose? Puis un autre de mon vieil ami Pet. J'ai entendu dire que toi et Lisa vous êtes séparés. J'espère que ça va. Et un autre de mon cousin Danny. Maman dit que Lisa t'a quitté pour un autre gars. C'est nul, mec. La nouvelle se répandait. Bientôt, tout le monde saurait que ma femme m'avait quitté pour un homme plus jeune, plus riche, plus sophistiqué. Bientôt, tout le monde me regarderait avec pitié, se demandant ce que j'avais fait de mal, pourquoi je n'avais pas été suffisant. J'ai fini ma bière et j'en ai ouvert une autre, puis une autre. À minuit, j'étais assez ivre pour faire quelque chose de stupide. J'ai appelé Lisa. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Nicolas, que veux-tu? Je veux parler à ma femme. Je ne suis plus ta femme. Nous sommes séparés. Nous ne sommes pas séparés. Tu as emménagé avec ton petit ami. Il y a une différence. Dylan est plus que mon petit ami. Nous sommes fiancés. Après nous être connus pendant 2 ans, après avoir divorcé de moi depuis quoi, une semaine? Nous ne sommes pas encore divorcés, mais nous le serons. J'ai déjà parlé à un avocat. Laisse-moi deviner. Dylan en a recommandé un. En fait, oui. Quelqu'un qui se spécialise dans les cas d'abus domestiques. Voilà. L'option nucléaire. Abus domestique. Lisa, je ne t'ai jamais touché. L'abus n'est pas seulement physique, Nicolas. Abus émotionnel, abus psychologique, contrôle financier, contrôle financier. J'ai soutenu ta carrière pendant 22 ans. J'ai payé tes études de droit. Et tu ne m'as jamais laissé l'oublier. Chaque dispute, chaque désaccord, tu me jetais à la figure à quel point tu travaillais dur, à quel point tu te sacrifiais, à quel point je devrais être reconnaissant, parce que c'était vrai. C'était de la manipulation, et j'en ai assez. J'ai été silencieux un long moment, traitant ce qu'elle venait de dire. Alors, c'est ça ton histoire. Je suis un mari toxique et tu es la victime. Je ne suis plus une victime. Je suis une survivante. Et Dylan est ton héros. Dylan me traite comme un égal. Il respecte mon intelligence, ma carrière, mes rêves. Il ne me fait pas sentir coupable de vouloir plus de la vie. Quelle autre chose veux-tu, Lisa? Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Tu m'as donné une vie, Nicolas, mais pas la vie que je voulais. Elle a raccroché. Je suis resté assis là, tenant le téléphone, ivre, en colère et blessé d'une manière que je ne pensais pas possible. Dehors, le quartier était calme. Les gens normaux dormaient dans leur lit à côté de conjoints qui les aimaient, dans des vies qui avaient un sens. Je n'étais plus normal. Ma vie n'avait pas de sens. Ma femme avait réécrit toute notre histoire, fait de moi un monstre, et était sur le point d'épouser un autre homme. Mais elle avait fait une erreur. Elle m'avait sous-estimé. Lisa pensait que j'étais juste un simple mécanicien qui allait se laisser faire et accepter n'importe quelle histoire qu'elle voulait raconter. Elle pensait que j'accepterais mes coups, paierais ma pension alimentaire et disparaîtrais tranquillement pendant qu'elle commencerait sa nouvelle vie avec Dylan. Elle avait tort. J'ai dégrisé vendredi matin avec un mal de tête et un plan. Si Lisa voulait jouer, je jouerais aussi, mais je jouerais pour gagner. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon avocat. Pas un avocat de divorce tape à accent grave-l'œil, mais Tom Bradley, un gars que je connaissais depuis le lycée qui s'occupait des affaires immobilières et commerciales. Tom n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais il était intelligent et honnête. Nicolas, j'ai entendu parler de toi et Lisa. Je suis désolé. Ne sois pas désolé, Tom. Sois utile. J'ai besoin de conseils. Quel genre de conseils? Du genre qui m'évite de me faire avoir dans un divorce. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau cet après-midi-là, et le cabinet de Tom n'avait rien à voir avec le cabinet de verre et de chrome où travaillait Lisa. C'était une maison convertie sur Elm Street avec des planchers qui grinçaient et des meubles qui avaient connu des jours meilleurs. Mais Tom connaissait la loi. Et plus important encore, il savait comment protéger les gens comme moi contre les gens comme Lisa. Elle prétend des abus, je lui ai dit. Physique, émotionnel, psychologique, contrôle financier. Tom a pris des notes sur un bloc-notes jaune. Y a-t-il du vrai là-dedans? Aucun. Nous avions des disputes comme n'importe quel couple marié,
mais je ne l'ai jamais maltraité. Jamais contrôlé son argent, jamais essayé de freiner sa carrière professionnelle. Peux-tu le prouver? Prouver quoi? Que je n'ai pas fait quelque chose. Prouver que tu as soutenu sa carrière. Prouver que tu lui as donné la liberté financière. Prouver que tu étais un bon mari. J'y ai pensé. J'ai payé ses études de droit. J'ai les documents de prêt. Je l'ai soutenue quand elle est retournée travailler. Je n'ai jamais remis en question ses dépenses. Jamais exigé qu'elle rende compte de l'argent. Bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, que sais-tu de sa relation avec ce personnage de Dylan? Depuis combien de temps ça dure? Où se rencontrent-ils? Quelle est sa situation? Je sais qu'ils s'amusent depuis au moins quelques mois. Je les ai attrapés dans un motel. C'est un associé de son cabinet, jamais marié. Conduit une BMW. Il ne peut probablement pas se permettre. Probablement pas se permettre. Les avocats gagnent bien leur vie, mais cette voiture coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. De plus, il loue une maison au bord du lac, porte des costumes à 1000 $, mange dans des restaurants chers. Soit il est riche à titre personnel, soit il vit au-dessus de ses moyens. Tom a levé les yeux de ses notes. Tu veux que j'examine ses finances? Je veux que tu regardes tout. Je veux savoir qui est vraiment Dylan Marks, depuis combien de temps dure cette liaison, et ce que Lisa cherche vraiment. Ça va coûter de l'argent. J'ai de l'argent. 22 ans de mariage. J'ai des économies. Et si Lisa pense qu'elle va prendre la moitié de tout ce pourquoi j'ai travaillé pendant qu'elle s'enfuit vers le coucher du soleil avec son petit ami avocat, elle se trompe lourdement. Tom a engagé une détective privée nommée Sarah Chen, une ancienne détective de police spécialisée dans les affaires domestiques. Sarah avait la quarantaine, était américano-asiatique et avait le genre de compétences tranquilles qui vous donnait l'impression que vos secrets n'étaient pas en sécurité autour d'elle. Nous nous sommes rencontrés mardi matin dans un restaurant sur la route 9, assez loin de la ville pour ne pas être vus par quelqu'un qui comptait. J'ai fait quelques recherches préliminaires sur Dylan Marks, a dit Sarah en faisant glisser un dossier de Manille sur la table. Un type intéressant. J'ai ouvert le dossier. Photos, documents, rapport de crédit, vérification d'antécédents. Toute la vie de Dylan réduite à des papiers. Il n'est pas associé chez Morrison Keller & Associates. Sarah a dit qu'il était associé. Il est là depuis 18 mois, recruté après avoir été renvoyé d'un cabinet d'Albany pour des problèmes de performance. Quel genre de problème de performance? Du genre qui impliquait de coucher avec les femmes mariées des clients. J'ai levé les yeux des papiers. Il l'a déjà fait. 2 fois que je peux documenter. Les 2 fois avec des femmes mariées. Les 2 fois, ça s'est mal terminé. Le cabinet d'Albany l'a renvoyé pour éviter un procès. Et Morrison l'a quand même embauché. Morrison ne le sait probablement pas. Dylan est doué pour couvrir ses traces et il a d'excellentes références de ses amis de la faculté de droit. J'ai continué à lire. La situation financière de Dylan était encore plus intéressante que son historique d'emploi. Il était surendetté jusqu'au cou. Paiement de voiture, dette de carte de crédit, prêts étudiants, loyer de la maison au bord du lac. Ses dépenses mensuelles dépassaient son revenu de près de 2000 $. Comment paie-t-il tout ça? Bonne question. Son salaire chez Morrison est décent, mais pas spectaculaire. Certainement pas suffisant pour soutenir ce style de vie. Alors, d'où vient l'argent? Sarah a pointé un relevé bancaire dans le dossier. Voici où ça devient intéressant. Il reçoit des dépôts réguliers de quelque chose appelé LH Consulting. 5000 $ par mois depuis 6 mois. LH Consulting n'existe pas. C'est une société écran probablement mise en place pour cacher la vraie source de l'argent. LH Lisa Holston. C'est mon hypothèse. Ta femme paie les factures de Dylan. J'ai fixé le relevé bancaire, sentant quelque chose de froid et de les grandir dans mon estomac. Elle lui donne de l'argent. 5000 $ par mois, 30 000 $ au total. Où a-t-elle trouvé 30 000 $? Sarah a sorti un autre document. Compte d'épargne conjoint. Elle a fait des retraits réguliers, toujours juste en dessous de 10 000 $, pour éviter les exigences de déclaration fédérale. Notre compte d'épargne.
De l'argent que j'avais gagné en travaillant 60 heures par semaine. De l'argent que nous avions économisé pour la retraite, pour les urgences, pour les études de nos enfants. Lisa l'avait utilisé pour subventionner le style de vie de son petit ami. Puis-je l'arrêter? Pas facilement. C'est un compte conjoint. Elle a tout droit légal de retirer de l'argent, mais ça aura l'air très mauvais au tribunal de divorce, surtout si nous pouvons prouver que l'argent a servi à soutenir son amant. J'ai fermé le dossier et je me suis appuyé contre la banquette. Lisa ne m'avait pas seulement trompé. Elle m'avait volé. Elle avait pris nos économies et les avait utilisées pour payer la BMW de son amant, sa maison au bord du lac, ses dîners chers. Il y a plus, a dit Sarah. Plus de femmes? Dylan a été occupé depuis qu'il est arrivé en ville. Ta femme n'est pas sa seule conquête. Elle a sorti un autre jeu de photos. Dylan avec diverses femmes dans des restaurants, des bars, des hôtels. Certaines que je reconnaissais. Femmes d'autres professionnels, des femmes qui évoluaient dans le cercle social de Lisa. Il dirige une sorte d'opération, a dit Sarah. Il cible des femmes mariées avec de l'argent, les séduit, leur fait payer ses factures. Ta femme est juste sa dernière cible. Est-ce que Lisa est au courant des autres? J'en doute. Dylan est très doué pour compartimenter ses relations. J'ai étudié les photos, sentant ma colère se cristalliser en quelque chose de plus dur et de plus froid. Dylan n'était pas seulement un briseur de ménage. C'était un prédateur. Un escroc qui ciblait les femmes vulnérables et les saignait à sec. Et Lisa était sa dernière victime. Sauf qu'elle n'était pas seulement une victime. Elle était une participante volontaire qui avait volé 30 000 $ de notre mariage pour payer le privilège d'être escroquée. Que veux-tu que je fasse de cette information? A demandé Sarah. Je l'ai regardée de l'autre côté de la table. Cette femme qui venait de me tendre les munitions dont j'avais besoin pour détruire Dylan et Lisa au tribunal de divorce. Je veux que tu documentes tout. Chaque femme, chaque dollar, chaque mensonge. Je veux assez de preuves pour les enterrer tous les deux. Cela prendra du temps. J'ai du temps et de l'argent. J'ai aussi de l'argent. Ce que je n'ai pas, c'est une femme qui me respecte ou un mariage qui vaut la peine d'être sauvé. Alors, faisons en sorte qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Sarah a hoché la tête et a fermé son dossier. Je vous tiendrai au courant. Je suis retourné au garage, sentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. De l'espoir. Pas l'espoir d'une réconciliation. Ce bateau avait mis les voiles. Espoir de justice. Espoir de vengeance. Lisa pensait qu'elle était plus intelligente que moi. Elle pensait qu'elle pouvait réécrire notre histoire, voler notre argent et s'en sortir indemne. Elle était sur le point d'apprendre à quel point elle avait tort. Les preuves continuaient d'arriver. Sarah Chen était méticuleuse, méthodique et absolument implacable. À la fin de la semaine, elle avait documenté toute l'opération de Dylan. Il menait la même arnaque dans 3 villes différentes depuis 5 ans. Albany, Syracuse, et maintenant notre ville. Le schéma était toujours le même. Se faire embaucher dans un cabinet d'avocats respectable, cibler des femmes mariées riches, les séduire, extraire de l'argent, puis partir quand les choses devenaient trop compliquées. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Dylan avait fait une erreur. Il était tombé amoureux de sa propre arnaque. Il est amoureux d'elle, a expliqué Sarah lors de notre réunion de jeudi. Ou du moins il le pense. C'est pour ça qu'il a demandé sa main. Pourquoi? Il parle de mariage au lieu de prendre l'argent et de partir. Comment le sais-tu? J'ai surveillé ses communications, appels téléphoniques, emails, messages textes. Il parle à Lisa comme si elle était la vraie affaire, pas juste une autre cible. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour moi? Bonne. Cela signifie qu'il va rester au lieu de disparaître, ce qui signifie que nous pouvons l'exposer publiquement au lieu de simplement documenter ses crimes. Sarah avait également découvert autre chose. Dylan ne volait pas seulement Lisa. Il volait son cabinet d'avocats. Fonds de règlement des clients, a-t-elle expliqué. Il a siphonné de l'argent des règlements, le dissimulant avec une comptabilité créative. Ce n'est pas beaucoup. Quelques centaines ici, un millier là, mais ça s'accumule. Combien? Environ 15 000 $ au cours de la dernière année. C'est de l'escroquerie.
Oui, c'est le cas. Et c'est un crime grave. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, traitant cette information. Dylan n'était pas seulement un escroc et un briseur de ménage. C'était un voleur qui avait volé ses clients. Que faisons-nous de cela? Nous pourrions le donner à la police ou à l'ordre des avocats de l'État. Ou nous pourrions l'utiliser comme levier. Le levier pourquoi? Pour le faire disparaître tranquillement, définitivement, sans traîner ta femme dans un scandale public. J'y ai réfléchi. La voie facile. Dylan disparaît. Lisa rentre pour revenir. Nous essayons de reconstruire notre mariage. Sauf que je ne voulais pas reconstruire notre mariage. Je voulais détruire les personnes qui l'ont détruit. Non, ai-je dit, je veux que les deux soient exposés publiquement, complètement, définitivement. Tu es sûr de toi? Ça va devenir moche. C'est déjà moche. Je veux juste m'assurer que tout le monde puisse voir à quel point c'est vraiment moche. Sarah a hoché la tête. Ton choix. Mais une fois que nous appuierons sur ce bouton, il n'y aura pas de retour en arrière. J'étais déjà au point de non-retour. Cette nuit-là, je suis passé devant la maison de Dylan au bord du lac. C'était une location modeste, rien de spectaculaire, mais elle se trouvait sur un bel emplacement en bord de mer qui coûtait probablement 3000 $ par mois. Les lumières étaient allumées dans le salon, 2 voitures dans l'allée. La BMW de Dylan et la Honda de Lisa. Ma femme jouait à la maison avec son petit ami, utilisant notre argent pour payer le privilège. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je les ai regardés par les fenêtres. Ils dînaient, riaient, se touchaient les mains à travers la table comme des adolescents amoureux. Lisa semblait heureuse d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Détendue, animée, vivante. Elle ne m'avait jamais regardé comme ça. Même au début. Mon téléphone a vibré. Message texte d'Ava. Papa, quand toi et maman allez-vous régler ça? C'est vraiment dur pour Brandon et moi. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Mes enfants pensaient que c'était temporaire. Ils pensaient que Lisa et moi avions juste une mauvaise passe. Qu'on finirait par retrouver la raison et se remettre ensemble. Ils ne savaient rien de l'argent. Ils ne savaient rien des antécédents de Dylan. Ils ne savaient pas que leur mère mentait à tout le monde sur tout. J'ai tapé en retour, c'est compliqué, chérie, mais nous allons régler ça. Ce qui était vrai. J'allais régler ça, juste pas de la manière dont mes enfants s'attendaient. J'étais sur le point de partir quand j'ai vu quelque chose qui a tout changé. Une voiture entrant dans l'allée de Dylan. Une Mercedes rouge que je reconnaissais. Valérie Morrison, femme du patron de Lisa. La femme qui avait été si solidaire de la fuite de Lisa de son mari toxique. J'ai regardé Valérie sortir de sa voiture et marcher vers la porte d'entrée. Dylan a ouvert, l'a serrée dans ses bras, l'a invitée à entrer. Par la fenêtre, je pouvais voir Lisa accueillir Valérie comme une vieille amie. Ce n'était pas une visite surprise. C'était prévu. Je suis resté assis dans mon camion pendant une autre heure à regarder les trois à travers les fenêtres, buvant du vin, parlant, riant. Valérie est restée jusqu'à presque minuit, puis est partie en faisant un signe de la main et avec un sourire. Le lendemain matin, j'ai appelé Sarah. J'ai besoin que tu enquêtes sur Valérie Morrison, la femme du patron. Pourquoi? Parce qu'elle est impliquée dans ça d'une manière ou d'une autre. Elle était chez Dylan hier soir en agissant comme si elle faisait partie de la maison. Impliquée comment? Je ne sais pas encore. Mais Valérie a été très bruyante en soutenant Lisa. Très rapide à croire les allégations d'abus et elle était étrangement amicale avec Dylan pour quelqu'un qui venait juste de le rencontrer. Sarah a été silencieuse un moment. Tu penses qu'il y a un passé entre eux? Je pense que Valérie Morrison sait plus de choses sur Dylan Marks qu'elle ne le laisse paraître. Et je pense qu'elle a aidé à orchestrer tout ça. C'est une accusation sérieuse. Alors trouvons des preuves sérieuses. Sarah m'a rappelé 2 jours plus tard avec des informations qui ont fait exploser l'affaire. Valérie Morrison et Dylan Marks travaillaient ensemble à Albany. Même cabinet d'avocat, même période. Elle était parajuriste, il était associé. Ils se connaissaient avant qu'il n'arrive ici, plus que ça. Ils ont été amants pendant environ 6 mois jusqu'à ce que son mari découvre et menace de divorcer. Alors, elle a aidé Dylan à obtenir le poste au cabinet de son mari.
Elle l'a personnellement recommandé, a dit à son mari que Dylan était un avocat brillant qui avait été traité injustement par son employeur précédent. J'ai senti les pièces s'emboîter. Elle a tout organisé. C'est ce que ça semble. Valérie a amené Dylan en ville, l'a aidé à s'établir, puis l'a orienté vers ta femme. Pourquoi? Pourquoi cibler Lisa spécifiquement? Je suis toujours en train de travailler là-dessus, mais je pense que ça a quelque chose à voir avec le poste de ta femme au cabinet. Lisa a géré des dossiers très lucratifs récemment. Des dossiers qui génèrent des fonds de règlement substantiels. Des fonds de règlement que Dylan siphonnait. Il mène une longue arnaque, ai-je dit. Valérie amène Dylan en ville, l'aide à s'établir, puis l'utilise pour voler de l'argent au cabinet pendant qu'elle fournit une couverture et une crédibilité. Et ta femme est la proie parfaite. Avocate respectée, accès aux fonds des clients, mariage malheureux qui la rend vulnérable à la séduction. De combien d'argent parle-t-on? Je suis toujours en train de retracer les dossiers financiers, mais il semble qu'ils aient volé près de 200 000 $ au cours de la dernière année. 200 000 $. Assez pour ruiner des carrières, détruire des vies et envoyer des gens en prison. Sarah, ai-je dit lentement, et je pense que je sais comment détruire les trois. J'écoute. Nous allons leur donner exactement ce qu'ils veulent. Nous allons les laisser croire qu'ils ont gagné, et ensuite nous allons leur retirer le tapis sous les pieds de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. Que as-tu en tête, lui ai-je dit. Quand j'ai eu fini, elle a été silencieuse un long moment. C'est soit brillant, soit insensé, a-t-elle dit finalement. Peut-être les deux, mais ça va marcher. Si ça ne marche pas, tu pourrais finir en prison. Si ça marche, ils finiront en prison. J'aime ces chances. Quand veux-tu faire ça? Bientôt, avant qu'ils n'aient une chance de couvrir leurs traces ou de disparaître. J'aurai besoin de quelques jours de plus pour rassembler des preuves. Prends le temps dont tu as besoin. Mais Sarah, quand nous ferons ça, nous n'aurons qu'une seule chance. Alors, assurons-nous de ne pas la rater. Le plan était simple, élégant et complètement impitoyable. Nous allions laisser Dylan, Lisa et Valérie se pendre avec leurs propres cordes. D'abord, je devais jouer le rôle du mari vaincu, l'homme brisé qui avait accepté son sort et voulait juste passer à autre chose dans sa vie. Ce n'était pas difficile. La moitié de la ville me voyait déjà comme ça. J'ai commencé à me montrer au restaurant Murphy S, le restaurant haut de gamme où Lisa et Dylan aiment se montrer. Je m'asseyais seul au bar, sirotant une bière, l'air pathétique. Quand les gens me demandaient comment j'allais, je haussais les épaules et je disais que j'essayais de m'en sortir et que je voulais juste que Lisa soit heureuse. La nouvelle est revenue à Lisa en quelques jours. Marge Kowalski s'en est assurée. J'ai vu Nicolas chez Murphy S hier soir. Elle l'a dit à tous ceux qui voulaient l'entendre. Le pauvre homme avait l'air si triste assis là tout seul. Il a dit à Jimmy le barman qu'il n'allait pas se battre contre le divorce, qu'il voulait juste que Lisa soit heureuse. Parfait. Laisse Lisa penser que j'ai abandonné, que j'allais simplement me laisser faire et accepter n'importe quel règlement qu'elle offrirait. Pendant ce temps, Sarah construisait un dossier étanche contre les trois. Les dossiers financiers, les transcriptions téléphoniques, les communications par email, les photos de surveillance, tout ce dont nous avions besoin pour prouver ce qu'ils avaient fait. Mais nous avions besoin de plus que des preuves. Nous avions besoin d'un moyen de les exposer publiquement, de manière spectaculaire, d'une manière qui détruirait leur réputation et leur vie. C'est là que Tony Ricci est entré en jeu. « Tu veux que je fasse quoi ?» a demandé Tony quand j'ai expliqué le plan. « Je veux que tu organises une fête. Une grande fête. Invite tout le monde. Tous les avocats, tout le milieu professionnel, tous ceux qui comptent dans cette ville. » Quel genre de fête? Un événement caritatif. Quelque chose de respectable. Quelque chose qui attire les bonnes personnes. Rendez-le formel. Rendez-le coûteux. Faites en sorte que ce soit le genre d'événement que Lisa et Dylan ne peuvent pas se permettre de manquer. Tony possédait le bâtiment à côté de son bar, un ancien entrepôt qu'il rénovait lentement. C'était parfait pour un grand événement, assez grand pour une foule, assez élégant pour le milieu professionnel. Pour quelle œuvre de charité, a-t-il demandé? Prévention de la violence domestique. Très approprié, ne trouves-tu pas? Tony a souri. Tu es un type diabolique, Nicolas. J'apprends.
L'événement était prévu pour samedi soir, dans 2 semaines. Tony a envoyé des invitations à tous ceux qui comptaient. Avocats, médecins, propriétaires d'entreprises, politiciens, la crème de la société locale, tous réunis au même endroit. Lisa et Dylan ont reçu leur invitation par le biais du cabinet d'avocats. Ils ne pouvaient pas refuser sans paraître antisociaux, surtout compte tenu de la cause. Valérie Morrison s'est assurée qu'ils assisteraient en se portant volontaires pour aider à organiser l'événement. C'est parfait, a dit Sarah quand je lui ai parlé de la fête. Nous aurons tout le monde là, y compris les cibles. Exposition maximale, humiliation maximale. Et les preuves? J'aurai tout prêt. Dossier financier, transcription téléphonique, photos de surveillance, tout ce dont nous avons besoin pour prouver ce qu'ils ont fait. Et la présentation, laisse ça à moi. J'ai des contacts dans les médias, des gens qui seront très intéressés par une histoire de corruption dans un cabinet d'avocats prestigieux. Les 2 semaines ont rampé. J'ai joué mon rôle, agissant comme vaincu et résigné. J'ai même déjeuné avec Lisa pour discuter des termes du divorce, la laissant croire qu'elle obtenait tout ce qu'elle voulait. Je suis content que tu sois raisonnable à ce sujet, m'a-t-elle dit autour d'une salade dans un café du centre-ville. Je craignais que tu n'essaies de compliquer les choses. À quoi bon? Ai-je dit en remuant mon café. Tu as fait ton choix. Je veux juste passer à autre chose dans ma vie. Je suis désolé que ça ait dû se terminer ainsi, Nicolas. Vraiment. Mais je pense que nous serons tous les deux plus heureux à long terme. Je suis sûr que tu as raison. Elle a tendu la main à travers la table et a touché ma main. Tu es un homme bon, Nicolas. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie. Je l'ai regardée assise là, ma femme de 22 ans, essayant d'apaiser sa culpabilité en étant gentille avec l'homme qu'elle avait trahi et volé. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Merci, Lisa. Ça compte beaucoup. La nuit de la fête, je me suis habillé avec soin. Mon meilleur costume, celui que j'avais porté à la remise des diplômes de ma fille, cravate sobre, chaussures cirées, l'image d'un propriétaire de petite entreprise respectable. Tony s'était surpassé. L'entrepôt avait été transformé en une élégante salle de bal avec des lustres, des nappes blanches et une petite scène pour les conférenciers. 150 personnes se promenaient, buvant du vin et rédigeant des chèques pour la charité. Lisa et Dylan sont arrivés en retard à la mode, faisant une entrée qui attirait des regards admiratifs de la foule. Lisa portait une robe de cocktail noire qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une semaine. Dylan était resplendissant dans un smoking qui lui allait comme un gant. Ils avaient l'air du couple parfait. Réussi, attirant, sophistiqué, tout ce que je n'étais pas. Valérie Morrison parcourait la salle comme une politicienne, présentant les gens, bavardant, jouant le rôle de l'hôtesse gracieuse. Elle était dans son élément, le centre de l'attention, la reine de la société locale. Je suis resté en arrière, sirotant une bière, jouant le rôle du triste ex-mari vaincu. Les gens étaient polis avec moi, sympathiques même, mais je pouvais voir la pitié dans leurs yeux. Pauvre Nicolas. Sa femme l'a quitté pour un homme meilleur. À 21h, Tony est monté sur scène pour remercier tout le monde de sa présence et présenter les conférenciers de la soirée. D'abord, c'était la directrice de l'abri local pour femmes, qui a prononcé un discours émouvant sur la violence domestique et l'importance de soutenir les survivantes. Ensuite, ce fut le tour de Valérie. Elle a parlé avec éloquence de la nécessité de croire les femmes, de soutenir celles qui trouvaient le courage de quitter des relations toxiques. Elle a même réussi à intégrer une référence subtile à la décision courageuse de Lisa de commencer une nouvelle vie. La foule a applaudi. Lisa rayonnait. Dylan avait l'air fier. Puis Tony a présenté le dernier conférencier de la soirée. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la journaliste d'investigation Rebecca Martinez de Channel 8 News. Rebecca est montée sur scène avec un ordinateur portable et un microphone sans fil. Elle était jeune, ambitieuse et avide du genre d'histoire qui pourrait faire sa carrière. Merci à tous d'être venus ce soir, a-t-elle commencé. Je suis ici pour parler d'un autre type de violence domestique. Pas le genre physique, mais la violence financière et émotionnelle qui se produit lorsque des professionnels de confiance abusent de leur position pour voler les clients et détruire des familles. Un murmure a parcouru la foule. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Au cours du dernier mois, j'ai enquêté sur des allégations d'escroquerie,
de fraude et de conspiration impliquant des membres de notre communauté juridique locale. Ce soir, je vais partager ce que j'ai découvert. La première diapositive est apparue sur l'écran derrière elle. Des relevés bancaires montrant les dépôts de Dylan provenant de LH Consulting. Dylan Marks, un associé chez Morrison Keller & Associates, a reçu des paiements réguliers d'une société écran financée par des biens matrimoniaux volés. Lisa est devenue blanche. Dylan a commencé à se lever, mais Valérie lui a attrapé le bras et l'a tiré en arrière. La deuxième diapositive montrait les dossiers financiers de Dylan. Monsieur Marks vit bien au-dessus de ses moyens, soutenu par l'argent volé au fonds de règlement des clients et du compte d'épargne de Lisa Holston, une collègue avec qui il a une liaison. Maintenant, la foule bourdonnait, les têtes se tournaient vers la table de Lisa et Dylan. Je pouvais voir Lisa secouer la tête, essayant de nier ce que tout le monde entendait. La troisième diapositive était une photo de Dylan et Valérie ensemble à Albany. Cette conspiration a été orchestrée par Valérie Morrison, épouse de l'associé principal du cabinet, qui a une relation antérieure avec Monsieur Marks et l'a aidé à obtenir son poste au cabinet. Valérie s'est levée brusquement, le visage rougi par la colère et la honte. C'est scandaleux. Ce sont des mensonges, a poursuivi Rebecca calmement. Madame Morrison a amené Monsieur Marks en ville spécifiquement pour cibler des avocates féminines riches ayant accès aux fonds des clients. Le montant total volé dépasse 200 000 $. La dernière diapositive était une transcription d'enregistrement. La voix de Dylan claire et sans équivoque. Lisa est la proie parfaite. Riche, malheureuse, et stupide d'avoir cru que je l'aimais vraiment. La salle a explosé, les gens criaient, les chaises raclaient, les flashs des appareils photo des journalistes locaux qui avaient été prévenus capturaient le chaos. Lisa s'est levée, les larmes coulant sur son visage, et a couru vers la sortie. Dylan a suivi, traversant la foule. Valérie était entourée de collègues en colère exigeant des explications. Je suis resté à l'arrière de la salle, regardant le monde de ma femme s'effondrer et n'ai absolument rien ressenti. Les conséquences ont été rapides et brutales. Lundi matin, Dylan avait été arrêté pour escroquerie. Valérie faisait l'objet d'une enquête pour conspiration. Lisa avait été suspendue du cabinet d'avocats en attendant un audit complet de ses dossiers. L'histoire a fait la une du journal local et a été diffusée aux nouvelles du soir pendant 3 jours consécutifs. Cabinet d'avocat local secoué par un scandale d'escroquerie. La femme d'un avocat prise dans une fraude liée à un triangle amoureux. Un événement caritatif révèle une arnaque d'1 million de $. Je suis devenu une célébrité mineure. Le mari lésé qui avait démasqué la conspiration qui avait détruit son mariage. Les gens qui m'évitaient depuis des semaines voulaient soudainement m'offrir des verres et entendre mon histoire. Comment as-tu compris? Tout le monde voulait savoir. Je m'en tenais à la version simple. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur la liaison de ma femme et j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus grand. J'étais juste un homme qui essayait de se protéger et qui était tombé sur un crime majeur. La vérité était plus compliquée, mais la vérité n'était pas ce que les gens voulaient entendre. Lisa m'a appelé mardi matin en pleurant. Nicolas, s'il te plaît, nous devons parler. Qu'est-ce qu'il reste à dire? C'est une erreur, un malentendu. Dylan n'a jamais voulu que tout cela arrive. Dylan est en prison. Lisa, Valérie va probablement le rejoindre. Et tu es sur le point de perdre ton permis d'avocat. Quelle partie de cela est un malentendu? Je ne savais rien de l'argent volé. Je jure devant Dieu, je ne savais pas. Tu savais pour les 30 000 $ que tu lui as donnés de notre compte d'épargne. C'était différent. C'était. J'aidais quelqu'un à qui je tenais. Tu as financé une entreprise criminelle avec notre argent de retraite. S'il te plaît, Nicolas. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'ai besoin de ton aide. Les avocats disent que je pourrais être accusé comme complice. Je pourrais aller en prison. J'ai été silencieux un long moment, écoutant ma femme de 22 ans supplier la pitié qu'elle ne méritait pas. Lisa et moi, ai-je dit enfin, te souviens-tu de ce que tu m'as dit cette nuit-là quand tu es rentré du motel? Quoi? Tu as dit que Dylan méritait ses billets de concert plus que moi. Tu as dit qu'il comprenait la culture, l'art et la musique, et que je n'étais qu'un simple mécanicien qui n'aspirait jamais à rien de plus. J'étais en colère. Je ne voulais pas dire. Oui, tu l'as fait. Tu pensais chaque mot.
Tu pensais que j'étais inférieur à toi, que je n'étais pas assez sophistiqué pour la nouvelle vie que tu voulais construire. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et tu sais quoi? Tu avais raison. Je ne suis pas sophistiqué. Je suis juste un simple mécanicien qui travaille de ses mains, paie ses factures et tient ses promesses. Je ne vole pas d'argent, je ne trompe pas ma femme, et je ne mens pas aux gens qui me font confiance. Nicolas, s'il te plaît. Je ne suis pas assez sophistiqué pour comprendre comment quelqu'un peut jeter 22 ans de mariage pour un escroc qui vole ses clients. Je ne suis pas assez sophistiqué pour comprendre comment quelqu'un peut prendre 30 000 $ des économies de sa famille pour payer la BMW de son amant. Je vais le rembourser, chaque centime. Avec quoi? Tu es sans emploi, Lisa. Inemployable. Aucun cabinet d'avocats n'embauchera quelqu'un impliqué dans un scandale d'escroquerie. Elle pleurait plus fort maintenant. Le genre de sanglots désespérés qui viennent quand la réalité finit par s'imposer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? A-t-elle murmuré. Je veux que tu fasses face aux conséquences de tes choix. Je veux que tu assumes la responsabilité de ce que tu as fait. Et je veux que tu arrêtes de m'appeler. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Dylan a plaidé coupable d'escroquerie et de fraude. Il a écopé de 3 ans de prison d'État et a été radié du barreau. Valérie a été inculpée pour conspiration et a finalement plaidé coupable en échange de 2 ans de probation et de service communautaire. Son mari a divorcé d'elle et elle a quitté la ville. Lisa n'a jamais été inculpée pénalement, mais l'ordre des avocats de l'État a suspendu son permis pendant 2 ans. Elle est retournée vivre chez ses parents et a trouvé un emploi de parajuriste à Albany, gagnant un tiers de ce qu'elle gagnait en tant qu'avocate. Le divorce a été finalisé 6 mois plus tard. J'ai gardé la maison, l'entreprise et ce qui restait de nos économies après les frais juridiques. Lisa a eu sa voiture, ses vêtements, et un petit règlement qui l'aiderait à se remettre sur pied. Mes enfants ont été dévastés au début, surtout quand ils ont appris toute la vérité sur l'infidélité de leur mère et l'argent volé. Mais les enfants sont résilients, et ils ont fini par comprendre que parfois les mariages se terminent non pas à cause de ce que les gens se font, mais à cause de qui ils sont vraiment en dessous. Brandon a terminé ses études et a trouvé un emploi à Boston. Ava a obtenu son diplôme avec mention et a trouvé un emploi dans une organisation à but non lucratif qui aide les survivantes de violences domestiques. L'ironie ne nous a échappé à aucun de nous. Je n'ai plus beaucoup de nouvelles de Lisa. Des amis communs me disent qu'elle est toujours à Albany, toujours en train de travailler comme parajuriste, essayant toujours de reconstruire sa vie. Elle sort avec quelqu'un de nouveau, un autre avocat, bien que celui-ci soit divorcé et d'un âge approprié. J'espère qu'elle a appris quelque chose de ce qui s'est passé. J'espère qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait quand elle a jeté notre mariage. J'espère qu'elle est heureuse, mais la plupart du temps, je ne pense plus du tout à elle. L'homme qui a acheté ses billets de concert pour l'anniversaire de sa femme, qui a travaillé 60 heures par semaine pour payer ses études de droit, qui croyait en la promesse de l'éternité. Cet homme est parti. Il est mort la nuit où il a trouvé une clé d'hôtel dans le sac à main de sa femme et a réalisé que la vie qu'il pensait vivre était un mensonge. Cet homme est différent. Plus fort à certains égards, plus dur à d'autres, plus prudent en matière de confiance, plus conscient de l'obscurité qui peut se cacher derrière des visages familiers. Certaines personnes pourraient dire que je suis allé trop loin, que ma vengeance était cruelle et excessive, que Lisa a fait des erreurs mais ne méritait pas que sa vie soit détruite. À ces gens, je dis ceci. Lisa ne m'a pas seulement trompé. Elle a volé à notre famille. Elle a menti sur notre mariage. Elle a essayé de me dépeindre comme un mari toxique pour justifier sa trahison. Elle était prête à détruire ma réputation, ma relation avec nos enfants, ma place dans la communauté, tout pour protéger sa nouvelle vie avec un homme qui l'utilisait. Elle a eu exactement ce qu'elle méritait. Et j'ai eu exactement ce dont j'avais besoin. La vérité, la justice et la liberté de construire une nouvelle vie sans mensonge, sans trahison, sans personne qui voyait ma décence comme une faiblesse. Épilogue. La nouvelle vie. J'écris ceci sur le pont de ma cabine en regardant le coucher de soleil sur le lac George. Cela fait 2 ans depuis la nuit de l'événement caritatif. 2 ans depuis que j'ai vu mon ancienne vie s'effondrer de manière spectaculaire. La marina se porte bien. Les moteurs de bateaux sont plus simples que les moteurs de voiture à certains égards, plus compliqués à d'autres. Les clients sont différents aussi.
Guerriers du week-end et vacanciers qui traitent leurs bateaux comme des jouets coûteux, mais ils paient bien et n'attendent pas de miracle, ce qui me convient parfaitement. J'ai fréquenté quelqu'un. Elle s'appelle Carole. C'est une veuve qui possède une librairie en ville. Elle n'est rien comme Lisa. Calme là où Lisa était dramatique. Contente là où Lisa était ambitieuse. Honnête là où Lisa était, eh bien, pas honnête. Carole connaît mon histoire. Tout le monde dans cette région connaît mon histoire. Mais elle ne semble pas se soucier de mon passé, seulement de qui je suis maintenant. Nous prenons les choses lentement, prudemment, comme deux personnes qui ont été brûlées auparavant et qui ne veulent pas refaire les mêmes erreurs deux fois. Mes enfants vont bien. Brandon s'est marié le mois dernier avec une fille qu'il a rencontrée à l'université. Ava a obtenu son diplôme avec mention et a trouvé un emploi dans une organisation à but non lucratif qui aide les survivantes de violences domestiques. L'ironie ne nous échappe à aucun de nous. Je n'ai plus beaucoup de nouvelles de Lisa. Des amis communs me disent qu'elle est toujours à Albany, toujours en train de travailler comme parajuriste, essayant toujours de reconstruire sa vie. Elle sort avec quelqu'un de nouveau, un autre avocat, bien que celui-ci soit divorcé et d'un âge approprié. J'espère qu'elle a appris quelque chose de ce qui s'est passé. J'espère qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait quand elle a jeté notre mariage. J'espère qu'elle est heureuse, mais la plupart du temps, je ne pense plus du tout à elle. L'homme qui a acheté ses billets de concert pour l'anniversaire de sa femme, qui a travaillé 60 heures par semaine pour payer ses études de droit, qui croyait en la promesse de l'éternité. Cet homme est parti. Il est mort la nuit où il a trouvé une clé d'hôtel dans le sac à main de sa femme et a réalisé que la vie qu'il pensait vivre était un mensonge. Cet homme est différent. Plus fort à certains égards, plus dur à d'autres, plus prudent en matière de confiance, plus conscient de l'obscurité qui peut se cacher derrière des visages familiers. Certaines personnes pourraient dire que je suis allé trop loin, que ma vengeance était cruelle et excessive, que Lisa a fait des erreurs mais ne méritait pas que sa vie soit détruite. À ces gens, je dis ceci. Lisa ne m'a pas seulement trompé. Elle a volé à notre famille. Elle a menti sur notre mariage. Elle a essayé de me dépeindre comme un mari toxique pour justifier sa trahison. Elle était prête à détruire ma réputation, ma relation avec nos enfants, ma place dans la communauté, tout pour protéger sa nouvelle vie avec un homme qui l'utilisait. Elle a eu exactement ce qu'elle méritait. Et j'ai eu exactement ce dont j'avais besoin. La vérité, la justice et la liberté de construire une nouvelle vie sans mensonge, sans trahison, sans personne qui voyait ma décence comme une faiblesse. Le soleil s'est couché maintenant, et le lac est sombre à l'exception des lumières des maisons éparpillées le long du rivage. Chaque lumière représente une famille, une vie, une histoire.